Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur un nouvel épisode de Wellness. Aujourd'hui, on est avec Rita Tahri, psychothérapeute, superviseur et formatrice. Bonjour Rita. Bonjour Widette. Merci de nous recevoir. Mais merci, tout le plaisir est pour moi. Alors, on va rentrer directement dans le vif du sujet. On aimerait savoir qui tu es, comment tu as été formée, comment tu en es arrivée à ce métier. D'accord. Alors, c'est un parcours où je me suis un peu laissée aller au rythme des choses. J'ai commencé par être formée pour devenir sophrologue. Donc, j'étais dans le psychocorporel. Pourquoi j'y suis allée? D'abord pour un besoin personnel. Parce que c'est bien après mes 25 ans que je me suis rendu compte qu'on avait aussi un corps et qu'il était lié à l'esprit et à nos émotions. Et donc j'ai découvert la sophrologie et puis j'ai décidé de me former à cette approche-là. Ensuite, ce sont des rencontres qui ont fait qu'au fur et à mesure, je me suis inscrite et je suis vraiment tombée dans une forme de boulimie de formation. Je me suis donc inscrite pour devenir psychothérapeute humaniste. C'est une approche qui est centrée sur la personne, c'est-à-dire qu'on va se centrer sur la personne et ses émotions et non pas sur la problématique. Puis voilà, après j'ai découvert l'art-thérapie, qui est une autre forme d'expression toujours dans ce même objectif d'accompagnement de la personne, mais avec un autre médium qui est le dessin et le découpage, le collage, et puis beaucoup d'autres choses. Peux-tu nous expliquer, c'est quoi, alors justement, qu'est-ce que le travail du psychothérapeute et quelle est la différence entre un psychiatre ou un psychologue? Donc, oui, alors je comprends la pertinence de ta question, parce que généralement, pour le grand public, c'est très compliqué pour eux de différencier entre psychothérapeute, psychologue et psychiatre. Alors, c'est relativement simple. Le psychiatre, c'est une personne qui va faire des études de médecine et qui va se spécialiser en psychiatrie. Donc, c'est un médecin qui va prescrire des médicaments et poser des diagnostics. Ensuite, c'est pour des pathologies assez lourdes. Des pathologies lourdes ou moins lourdes. Oui. Hein, ça peut être des troubles anxieux, des dépressions, etc. Alors ensuite, il y a le psychologue. Ce sont des gens qui vont s'inscrire en faculté de sciences humaines, en psychologie, et suivre leur cursus universitaire avec la licence, la maîtrise, le doctorat. Et ce sont des gens qui, en cabinet, donc des professionnels de la santé, qui vont eux aussi poser des diagnostics, faire appel à des tests de personnalité, etc. Les psychologues peuvent être thérapeutes. Hein, ils font aussi des formations pour être thérapeutes. Alors le thérapeute, c'est une personne qui va décider, alors généralement, statistiquement, ce sont des gens qui font des reconversions en milieu de vie. Alors c'est pas le cas pour tout le monde, mais beaucoup de gens. Et donc, ils vont aller s'inscrire dans des instituts qui va leur apprendre une posture pour être à l'écoute des gens qui viennent les voir. Alors, un bon psychothérapeute, c'est quelqu'un qui se fait superviser, ça c'est très important, c'est-à-dire qu'il a un superviseur qui a plus d'expérience que lui, qui va un peu, le mot supervision, il va se mettre un peu en position méta et regarder le travail que fait ce thérapeute. Le thérapeute aussi doit avoir fait au moins 200 heures de psychothérapie personnelle pour pouvoir être en capacité d'accompagner la personne. Du coup, ce serait... le psychothérapeute, ce serait apprendre à parler, mais consciemment avec la personne, peut-être partager ou corriger des postures dans le client ou le patient? Oui, alors le psychothérapeute, c'est d'abord, par exemple, dans mon approche à moi, c'est d'abord une posture, c'est-à-dire être dans un accueil inconditionnel de la personne, c'est-à-dire qu'on va accompagner cette personne, abstraction faite de toutes les règles éthiques ou sociales. Nous accueillons la personne telle qu'elle est au moment présent. Nous sommes dans une empathie compréhensive de la personne, c'est-à-dire que je vais faire, moi en tant que thérapeute, ce chemin d'aller vers l'autre pour comprendre qu'est-ce qu'il ressent, sans jamais pouvoir totalement comprendre, et revenir vers moi, vers moi-même, pour pouvoir analyser ce monde subjectif de l'autre. Qu'est-ce qui l'a fait souffrir? Quelle est cette façon dont il se voit après cette expérience? Et la troisième chose, le troisième pilier de notre posture,
c'est la congruence. La congruence, c'est cette authenticité. C'est-à-dire qu'à chaque fois que le thérapeute est traversé par quelque chose, parce que tout ce que lui raconte son client fait qu'il vibre à ce qui est dit, eh bien, toutes ces choses qui le traversent et qui sont au service du processus thérapeutique de l'autre, il le pose. Alors, je peux te donner un exemple très simple. Par exemple, moi, j'ai des clients qui vont venir, parce qu'ils sont beaucoup dans le mental, ici. Donc, ils vont me donner beaucoup de détails, première séance, deuxième, troisième. Et puis, à un moment, moi, qu'est-ce qui circule en moi? C'est une forme d'agacement de... Mais quand est-ce qu'on va descendre vers l'émotionnel, vers ce qui est le centre de ce qu'il me raconte? Et si c'est au service, par exemple, de cette personne qui est trop dans le mental, dans le overthinking, comme on dit, ben je le pose. Okay. Voilà, de façon bienveillante. Donc, exactement. En fait, ce serait essayer de comprendre l'autre, mais aussi lui renvoyer une certaine vérité. Complètement. Pour le réveiller ou pour complètement. Oui. Complètement. Le thérapeute est un miroir pour son client. Et il est un miroir, mais toujours dans cette bienveillance et cette empathie, cet accueil inconditionnel, finalement, sans aucun jugement. Voilà. Ok, très bien. Et qu'est-ce qui, toi, ça a été quoi ton déclic pour te lancer dans cette aventure et de devenir thérapeute? Alors, généralement, les aventures qu'on entreprend dans la vie, c'est parce qu'on a fait des rencontres. Moi, j'ai eu besoin personnellement d'être écoutée, d'être accueillie à un moment de ma vie. Et j'ai rencontré une psychothérapeute et ça a été une vraie révélation pour moi. J'avais envie de pouvoir faire partager aux autres cet accompagnement dans la douceur. Et puis j'ai été écoutée à ce moment-là. C'était la première fois de ma vie que j'ai été écoutée complètement, hein, une écoute de qualité. Généralement, les gens, quand on va aller chez une amie, chez une sœur, pour raconter un problème, bien, la personne en face va tout de suite essayer de donner un conseil, elle va écouter pour te répondre. Tandis que quand j'ai rencontré cette personne-là, elle écoutait pour me comprendre. Et dans comprendre, il y a ce fait de prendre l'autre tel qu'il est. Et pour moi, ça a été une révélation. Et je me suis dit, c'est ça que j'ai envie de faire. Et c'est ça que j'ai envie de devenir. Okay, voilà. Ouais. Et donc, concrètement, comment ça se passe, ces séances avec toi? C'est une discussion? Enfin, dis-nous en plus. Alors, comment ça se passe? Eh bien, généralement, on me contacte pour prendre un rendez-vous. Donc, c'est moi qui gère mes rendez-vous. Hein. La personne arrive et puis, je suis juste là pour d'abord l'écouter parce que je dois comprendre qu'est-ce qui fait qu'elle est là aujourd'hui. En tout cas, la première raison pour laquelle elle pense être chez moi, et comme je t'ai dit, généralement c'est sous forme de poupée russe. Hein, c'est la raison première qui nous amène vers une deuxième, une troisième, une quatrième, et des fois on va très loin. Le glaçon qui cache l'iceberg. Exactement, l'arbre qui cache la forêt, exactement. Et ce qui guérit, finalement, c'est le lien. C'est ce lien que moi et l'autre, on va être capable de construire. Voilà. Et ça, bien sûr, ça se fait sur le temps, ça se fait pas en 2 secondes. Et c'est ce lien-là, cette confiance-là, qui fait que l'autre, eh bien, il va pouvoir se montrer toute sa vulnérabilité. Et la vulnérabilité en psychothérapie, c'est le commencement de tout, finalement. Et cette vulnérabilité, elle s'exprime comment? Ben, par l'écoute de ses propres émotions. Et c'est généralement quelque chose qu'on a tous très peur de faire. Dès qu'on a une émotion, ben on va essayer d'aller dans le faire, on va essayer d'aller regarder un film, d'être sur les réseaux sociaux, etc., pour ne pas ressentir. Et la psychothérapie commence par ça. On va s'arrêter, on va écouter, et on va plus avoir peur de ressentir, quelque part. Et donc, dans ton travail, quel genre de profil ou de problématiques tu vas avoir à traiter? D'accord. Alors, les problématiques, alors ça va être un moment où la personne sent qu'elle n'arrive plus à fonctionner normalement au quotidien, qu'elle est dans une forme de souffrance intérieure et qu'elle arrive à le cacher, hein, son monde extérieur, mais à un moment, ça devient trop lourd à porter à l'intérieur. Alors, ça peut être de l'anxiété, ça peut être des formes de tristesse, et aussi beaucoup, parce que je me suis spécialisée en systémique, quand il y a des problématiques dans les liens, c'est-à-dire notamment le couple. Alors maintenant, je reçois les couples et la famille, c'est-à-dire
souvent les adolescents, l'adolescence est une période qui est assez complexe pour l'adolescent lui-même, qui vit des choses complètement aux apogées, voilà, complètement extrêmes, et les parents qui ne comprennent plus. La communication qui s'arrête, et bien souvent je reçois des familles comme ça où c'est la mère et l'adolescent, ou le père, la mère, l'adolescent, ou la fratrie et le couple. Donc voilà. Tu as parlé de systémique tout à l'heure. Est-ce que tu peux nous en parler plus? Qu'est-ce que c'est qu'une approche systémique? D'accord. Alors l'approche systémique, ça va être alors dans l'individuel, on va prendre l'individu. Et on va l'accompagner dans son cheminement personnel, dans in fine, pour pouvoir être mieux en lien avec les autres à l'extérieur. Eh bien, la systémique, on va prendre le système. Alors, le système, ça peut être, comme je t'ai dit, la famille, ou le couple, ou même un boss et ses employés. Donc, on prend tout le système. Un cercle social. Voilà. C'est un cercle. Et on va aller travailler sur les éléments du système pour que le système soit viable. Donc, c'est un peu ça, la systémique. Ok, très bien. Et alors, plus largement, on va dire, qu'est-ce que tu penses de la perception des Marocains dans la psychothérapie? Est-ce que... Voilà, dis-nous, je te vois sourire, je veux bien ton avis. Alors, moi je trouve que ça a beaucoup évolué. Notamment avec les réseaux sociaux, les réseaux sociaux qui viennent d'autres pays, qu'on dit plus aguerris à la psychothérapie. Pas mal d'émissions aussi radio, télévisées au Maroc, qui font que ce n'est plus considéré être une prise en charge pour les gens qui sont fous, voilà, fous ou qui font le chouche, aussi ça on peut souvent entendre ça. Par exemple, comme les chagrins d'amour, c'est pas un choix, c'est un trauma, c'est une réponse à un trauma. Donc c'est plus... Oui, le deuil aussi. Le deuil aussi, tout ça. Il n'y a pas de chouche, c'est une réponse à un trauma qui fait que la personne n'arrive plus à fonctionner avec elle-même, avec les autres. Et au Maroc, je trouve que, par exemple, dans les universités, par exemple, je vais dans les universités pour rencontrer des étudiants qui sont la future génération du Maroc, et ils sont très, très alertes par rapport à ça. Et moi, j'en suis bien contente. Alors, pour le couple, par contre, c'est plus délicat, parce que les couples aiment bien laver leur linge sale entre eux, donc, tandis que c'est un vrai levier pour les couples, la thérapie de couple. C'est quelque chose qui peut vraiment sauver des couples, ou peut-être aller vers des séparations qui se font de façon sage et bien réfléchie, et les éléments du système sont plus heureux, c'est-à-dire l'homme et la femme, et les enfants aussi. Donc ça, le tabou reste plutôt dans le couple. C'est plutôt dans le couple. Je pense que c'est plutôt dans le couple où... Et tu parlais de l'université, donc tu es formatrice, c'est ça? Oui, alors je suis formatrice à l'Institut marocain de psychothérapie. Je forme la future génération des psychothérapeutes, surtout dans les pratiques, dans cette posture dont on a parlé, d'être vraiment alerte et rester dans ce cadre des 3 piliers dont on a parlé, l'empathie, l'accueil inconditionnel sans jugement et la congruence. Donc je fais beaucoup de pratiques avec eux. Il y a une super promotion qui arrive, ils sont extraordinaires. Et puis je suis superviseur aussi. Donc les thérapeutes qui sont déjà en fonction vont venir me voir pour qu'on discute d'égal à égal, sur des problématiques, des cas qui peuvent leur poser des problèmes ou qui font circuler en eux des choses qu'ils ne comprennent pas. Oui, aussi de prendre l'énergie et les problèmes des gens, il faut bien évacuer. C'est ce qu'on appelle les contre-transferts. Et donc, on vient parler de ça parce qu'un thérapeute se doit aussi d'avoir une hygiène intérieure pour lui-même. Parce que pour accompagner, il faut être relativement bien nettoyé à l'intérieur. Voilà. Être bien avec soi-même pour pouvoir accueillir l'autre. Oui, complètement. Et qu'est-ce que tu peux nous dire, ou dire à quelqu'un qui a du mal encore à venir voir un psychothérapeute, qui hésite? Alors, de prendre le risque, c'est surtout ça, de se dire, de toutes les façons, je ne vais pas bien, c'est ce que je ressens, c'est ce que mon entourage me dit, eh bien, je prends le risque d'aller rencontrer quelqu'un, un autre humain, qui va peut-être pouvoir tricoter avec moi un lien où je vais pouvoir guérir, pourquoi pas. C'est-à-dire, prenons le risque, allons-y. Sympa. Et alors, pour continuer un petit peu dans le conseil, j'aimerais bien que tu nous confies un rituel ou un conseil pour nos auditeurs, voilà, pour prendre soin de sa santé mentale, de soi tous les jours. Alors, moi j'en donnerai 2. D'abord la respiration.
Parce que franchement, pour être sophrologue aussi, je peux t'assurer que la porte la plus simple, la plus courte pour rentrer à l'intérieur de soi, c'est à travers notre souffle. C'est-à-dire que le souffle, c'est le moyen le plus rapide de rentrer à l'intérieur de notre maison pour pouvoir apaiser les choses. Alors, c'est des respirations spécifiques, mais déjà la respiration abdominale. On respire et on rentre à l'intérieur pour pouvoir observer qu'est-ce qui se passe. Le fait d'observer, ça va déjà un peu mieux. Ouais. Et puis la deuxième chose, nos émotions ne sont pas des monstres finalement. C'est pas si grave d'aller les observer et de comprendre qu'est-ce qui nous anime ou qu'est-ce qui nous fait mal. Voilà, vraiment aller faire la paix. Accepter, faire la paix avec ses émotions. Accepter que c'est là, que ça a un message pour nous et que de toutes les façons, si on ne l'écoute pas, si on est dans le déni, ça ne va faire que prendre de la place. Voilà, moi c'est les 2 conseils que je donnerais. Clairement. Et est-ce que tu aurais un outil ou un livre que tu aimerais recommander qui pourrait amorcer déjà un premier... Oui. Alors moi, ce que je conseillerais pour être pratico-pratique, aller apprendre la respiration sur des vidéos de YouTube. Il y en a énormément. Et puis lire Le moment présent d'Eckhart Tolle, qui vous ramène d'ailleurs à tout ce dont on a parlé, à cette intériorité, et juste aller observer sans jugement qu'est-ce qui se passe. Moi, il a été révélateur pour moi. Merci beaucoup Rita de nous avoir reçus. Je t'en prie. Merci pour tes conseils et tout ce que tu as partagé avec nous aujourd'hui. Je t'en prie, c'était un plaisir. Merci. À très vite. À très vite. Merci à vous tous de nous avoir suivis. À très bientôt sur un nouvel épisode de Wellness.